Oui, donc je me présente à vous très humblement. J'ai entendu plein de présentations super intéressantes ce matin avec lesquelles j'ai fait plein de liens. Je vais vous raconter une histoire dans les prochaines 20 minutes environ. Je vais vous raconter une histoire à plusieurs chapitres, mais sans conclusion, parce que c'est une histoire en continu. Mais quand je dis en toute humilité, c'est parce que ça ne vient pas nécessairement de recherche avec des données, avec un suivi très serré, mais c'est plutôt pour vous exposer notre expérience en rapport avec l'équité, la diversité, l'inclusion. Donner quelques petites informations à mon sujet. Vous avez entendu un gros descriptif au départ, mais finalement, pour vous dire que je suis canadienne de première génération, que je suis juive culturelle, non religieuse. Je suis issue d'un mariage mixte séfarade et ashkénaze. Donc, pour ceux qui connaissent un peu dans le judaïsme, ce sont deux groupes qui sont très différents l'un de l'autre. Mes grands-parents étaient au grand désespoir quand mes parents ont pris la décision de s'unir, mais j'ai aussi des cheveux que personne n'a jamais su coiffer. Je suis francophone, donc je parlais uniquement le français à la maison, mais j'ai évolué dans un milieu anglophone où le français et l'anglais se côtoyaient, mais savoir aussi que la rue dans laquelle j'ai grandi, il y avait les francophones qui allaient à l'école française, et il y avait les anglophones qui allaient à l'école anglaise, et qui avaient moi, au milieu de tout ça, qui n'était ni d'un côté ni de l'autre. J'ai un accent ni d'ici ni d'ailleurs. Je suis née ici, mais pourtant, quand je vais au magasin, on me demande souvent je suis en vacances pour combien de temps? Et quand je suis en France, on se moque de mon accent québécois. Alors, vraiment, ni d'ici ni d'ailleurs. Blanche, oui, mais où souvent on me demande d'où je reviens, quelle île où j'ai été en vacances, si je reviens des tropiques, même quand j'ai aucune marque de bronzage qui reste. Donc, toujours eu cette préoccupation de cette peau olive qui n'est pas très jolie en hiver. J'ai un nom de famille arabe, Saada, mais je ne suis pas arabe. Fière québécoise, absolument, mais avec toujours ce sentiment et cette perception d'être l'autre dans tous les domaines. Et donc, cette question d'identité, c'est une question qui m'habite même lorsque je ne savais même pas la formuler explicitement, mais c'est une question qui m'habite depuis mon tout jeune âge et qui a évolué avec moi, évidemment, tout au long de ma vie. Hannah Arendt, qui est une personne que je lis beaucoup et que j'admire beaucoup, nous indique que dès l'instant où on tente de décrire qui l'on est, on finit par décrire ce que l'on est. Et dans la discussion sur l'équité, la diversité et l'inclusion, c'est très, très important d'aller au qui, d'arriver à faire révéler le qui et de se révéler en tant que qui plutôt qu'en tant que quoi. Et c'est un peu de ça que je veux parler lors de cette présentation. Je vous ai dit que la quête personnelle a débuté dès le début et qu'elle a continué jusqu'ici. Même, elle a influencé le cours des choses, même pendant mon doctorat, puisque j'ai choisi d'étudier le lien entre l'identité et l'enseignement de la littératie, en tentant de me comprendre davantage en premier et évidemment les autres dans la même situation que moi. Mais il y a eu un moment, un point tournant, où cette quête personnelle est devenue une quête professionnelle. Ça a commencé par un incident. Alors, il y a quelques années, 3-4 années, il y a eu tout un incident dans les commissions scolaires anglophones du Québec parce que plusieurs de nos classes de secondaire 4 utilisaient un cahier d'exercice en histoire, 4e année, secondaire 4 histoire, utilisaient un cahier d'exercice qui faisait référence au livre de Pierre Vallière, dont le titre inclut le mot en N. Et tout d'un coup, quand les gens se sont rendus compte, ça faisait un moment que le livre était utilisé, le cahier d'exercice était utilisé, et quand quelqu'un s'est rendu compte subitement qu'il y avait, chez nous, on l'utilisait très peu, mais il y avait des commissions scolaires où c'était utilisé de façon plus systématique. Quand quelqu'un s'est rendu compte de cette histoire, évidemment, il y a eu une panique générale. Qu'est-ce qu'on fait au sujet de ce cahier? Alors, il y a eu vite des gens qui ont pris tous les cahiers, qui ont arraché la page en question. Ça, c'était sans réaliser que de l'autre côté, il y avait d'autres choses qu'il fallait peut-être laisser dans le livre, mais bon, la page au complet a été retirée. Il y en a d'autres qui ont collé des étiquettes par-dessus le titre du livre, mais évidemment, tous les élèves voulaient voir en dessous l'étiquette ce qui se trouvait là-dessous. Il y a eu des gens qui ont des écoles ou des commissions scolaires qui ont enlevé tous les livres pour qu'ils soient carrément hors circulation, mais tout d'un coup, laissant les enseignants un peu perplexes, ne sachant pas comment procéder. Donc, il y a eu plein de réactions, toutes sortes de réactions. Et évidemment, avec ces réactions-là, il y avait
une idée d'engagement. On voulait s'engager pour la cause, mais on ne savait pas vraiment ce à quoi on s'engageait, ni pourquoi on le faisait. C'était très réactif. Et il y a plusieurs exemples, je vous en donne un comme ça. Pour moi, ça a été le point tournant parce que c'est le premier moment où on m'a abordé pour me demander, en tant que directrice des services éducatifs, ce que je comptais faire au sujet de ce cahier. Et dans la cohue de tout ce qui se passait, j'avais du mal à me retrouver parce que je trouvais qu'on n'avait pas le temps de réfléchir et de poser les gestes qui étaient les plus favorables à la suite des choses. Parce que le problème n'était pas seulement ce cahier, ce n'était pas cette page dans le cahier, ce n'était pas le titre du livre, c'était beaucoup plus large que ça. Et la conversation ne devait pas s'arrêter qu'au retrait du livre ou à la page en question. Et je voudrais apporter votre attention particulièrement à la ponctuation ici parce que l'incident, c'est un fait, point final. La réaction, elle était très vive, mais le problème était que l'engagement avait un point d'interrogation à côté. Et c'est là qu'il fallait faire quelque chose. Quand ça s'est passé, je me suis vite trouvé une amie qui est assise au fond là-bas et je l'ai convaincue de suivre avec moi un certificat parce que, quoique la réflexion avait été là depuis longtemps chez moi, je ne me sentais pas tout à fait outillée pour l'amener dans un plus large forum de façon structurée, posée, systématique. Je me suis dit, je vais m'équiper. Donc, on a suivi nos premiers cours. On était super enthousiastes. Toutes les deux, on en parlait, on discutait, on faisait le point, accord, désaccord, bref, l'enthousiasme grimpait. Je vais juste reculer. Le constat, c'est vrai, je suis allée un peu trop vite, mais le constat que j'avais fait avec la situation du livre ou du cahier d'histoire, c'était que nous abordions la diversité, l'équité et l'inclusion de façon réactive, mais la question qui se posait, c'est comment être proactif et faire preuve d'un réel engagement. Donc, je reviens à notre situation. Je suivais ce certificat avec une amie et nous voilà, on avait la solution, l'illumination. L'une de nos équipes dans notre département, c'est l'équipe des conseillers pédagogiques, une équipe avec laquelle on se sent très en confiance, on a de multiples discussions sur tous les sujets imaginables. Nous nous connaissons depuis longtemps. À l'époque, on était vraiment un groupe tissé serré, parfait forum pour aborder la question. Très enthousiaste au sortir de ce certificat. Un matin, on aborde la question avec notre équipe et tout s'effondre. Il y a des émotions vives, des gens qui nous critiquent immédiatement, qui nous disent qu'on ne devrait pas parler de telle manière, de telle façon, avec ces mots-là. Bref, tout s'est effondré. C'était tout sauf la conversation qu'on aurait souhaitée. Et ça nous a tellement pris de court parce qu'on était tellement convaincus qu'on avait non seulement les outils, mais on avait bien réfléchi et on était avec un groupe avec lequel on avait beaucoup déjà de relations bâties. Donc, ce n'était pas un nouveau groupe, ce n'était pas des gens qu'on ne connaissait pas. On était vraiment très confiants dans cette conversation et en plus, on n'abordait pas la controverse. On voulait juste partager ce dont il avait été question dans nos cours et la manière dont on avait réfléchi. Bref, une expérience ratée. Le constat, notre réflexion à nous, même enthousiaste, ne se transmettait pas par osmose, aux surprises. Et la question, comment provoquer la réflexion collective enthousiaste? On pensait qu'on avait trouvé la clé, mais ce n'était pas du tout la bonne approche. Donc, on a procédé d'abord avec notre groupe à nous de leur proposer des cours comme ceux qu'on avait suivis pour que les gens puissent faire leur propre démarche de réflexion dans des forums qui étaient peut-être plus neutres que lors de nos conversations. Mais outre ça, on a décidé de rassembler les administrateurs et les cadres, l'ensemble de nos administrateurs et de nos cadres, ainsi que quelques professionnels des services éducatifs et complémentaires, en petits groupes de 5 à 8 personnes qui se réuniraient de façon systématique à peu près une fois par mois, l'horaire bloqué. Le but de ces rencontres mensuelles, planifiées et non négociables, c'était de discuter équité, diversité et inclusion. Et pour ce faire, parce qu'on savait qu'on avait déjà vécu une expérience pas super fantastique avec notre petit groupe, ça nous prenait un catalyseur. Palmer parle en anglais « third things ». Ce sont des outils, ça peut être un poème, un article, ça peut être un livre, un film, bref, quelque chose qui est à l'extérieur des gens qui vont aborder la conversation, mais qui fait la promotion de cette conversation de façon indirecte, pour qu'on puisse se laisser être plus vulnérable sans être l'objet direct de la conversation. Donc, le catalyseur, ce serait ce livre, « Birds of All Feathers » de Michael Bach, qui est encore le directeur
directeur général, je ne sais pas trop, du Centre canadien pour la diversité et l'inclusion. Ce n'était pas un livre qui avait une profondeur incroyable, c'était vraiment un livre de base avec vraiment les fondements, établir un vocabulaire commun, pouvoir parler des choses, pour vraiment lancer une conversation. On n'avait pas d'idée de vraiment aller dans les grandes révolutions, mais simplement de pouvoir aborder une conversation sur un terrain commun. Ça a bien marché, mais le constat, c'est qu'il y avait des inégalités dans la qualité des conversations. Moi, j'ai eu la chance, j'étais dans un groupe fabuleux. On est vraiment allé au-delà du livre, au-delà des chapitres qu'on devait lire ensemble. On s'est trouvé des articles, on s'est trouvé toutes sortes d'autres choses. Et en plus, on avait des histoires personnelles qui faisaient partie de chaque réunion. Donc, ça s'est bien passé dans mon groupe. Mais dans d'autres groupes, il y avait vraiment une conversation beaucoup plus superficielle. Les gens n'arrivaient pas à enclencher. Ils lisaient le livre, ils parlaient du livre, mais c'était plus comme un test de compréhension de lecture qu'une réelle conversation sur un sujet vraiment important. Donc, la question, c'était comment créer un contexte favorable aux conversations de qualité. On avait trouvé le contexte, mais il fallait faire la promotion de la conversation de qualité. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait abordé ces discussions sans avoir vraiment de balises spécifiques, sans avoir d'engagement très clair à l'égard de notre participation dans ces conversations-là. Alors, on a dû trouver quels étaient les engagements dont nous avions besoin pour pouvoir vraiment avoir des conversations telles qu'on les souhaitait. Par exemple, aborder la conversation avec un esprit ouvert. Ça a l'air de rien, mais si on y pense vraiment, ça peut faire toute la différence dans la conversation. Partir du principe que toutes les idées sont perfectibles. Permettre à toutes les voix de s'exprimer et d'être entendues lorsqu'elles s'expriment. Et encore une fois, on a discuté à chaque fois de ce que ça représentait réellement en termes concrets. Accorder du temps à la réflexion et au silence. Je suis sûre que vous savez que quand on est en petit groupe, surtout en petit groupe, on a tendance à vouloir meubler chaque instant, mais l'idée de pouvoir vraiment provoquer et favoriser ce silence, c'était vraiment important. Ne contester que les idées, pas les individus. Très difficile de s'écarter, surtout dans des discussions de ce genre. Exprimer au groupe nos préoccupations ou nos désaccords lorsqu'ils concernent les discussions ou les décisions du groupe. C'est-à-dire que personne ne devait quitter la table frustré. S'il y avait une frustration qui avait émergé, il fallait qu'on en discute sur place. Encore une fois, un engagement qui peut paraître banal de l'extérieur, mais qui est vraiment très important lorsqu'on fait partie de ces conversations. Alors, le constat, seulement certaines personnes avaient accès à cette réflexion collective, puisqu'on avait choisi, on avait dit, ce sont les administrateurs, plus quelques professionnels des services éducatifs et complémentaires. Alors, la question, comment faire en sorte que le cercle s'élargisse et que la réflexion se propage? Parce que c'était bien beau d'avoir des discussions entre nous, mais si ça ne se poursuivait pas, on restait là. Alors, on a décidé à ce moment-là d'aborder des groupes qui existaient déjà, les équipes réussites scolaires. L'initiative des équipes réussites scolaires avait débuté il y a longtemps, déjà en 2016. Ce sont des équipes chaque école, chaque centre d'éducation pour adultes, formation professionnelle a son équipe réussite scolaire. Nous avions démarré cette initiative-là il y a plusieurs années pour permettre aux écoles, je vais vous dire qui participe d'abord, ce sont les administrateurs, donc directeurs adjoints, peu importe la réalité de l'école, des enseignants et enseignantes, ça met aussi d'autres membres du personnel, des techniciens en service de garde au primaire, par exemple, conseillers en orientation, techniciens en éducation spécialisée, bref, tous ceux qui peuvent avoir envie de réfléchir de façon systématique à la réussite éducative. Et vraiment la réussite éducative au sens large, donc pas à rehausser le classement, parfait, merci, pas non plus à seulement rehausser les résultats en mathématiques, mais vraiment de penser aux grandes questions qui ont un impact sur la réussite éducative. Et donc, cette question d'équité, diversité et d'inclusion semblait toute parfaite pour ce genre de conversation. On leur a posé la question, on a essayé d'explorer cette question et voilà, le constat, c'était que la conversation sur la question de la diversité, de l'équité et de l'inclusion demeurait très théorique. Et pourquoi? Mais, par exemple, tout le monde dans la salle trouvait que c'était une question importante à explorer, mais il y avait des directions d'école qui nous disaient, par exemple, ou même des équipes écoles qui nous disaient, par exemple, que c'est très, très intéressant comme conversation, mais ça ne s'applique pas à mon milieu, parce que chez nous, on n'a aucune diversité. Et donc, c'était vraiment mal comprendre ce principe de diversité. Et il fallait donc aller pousser un peu plus loin la question, comment aborder la question de manière authentique et pratique, concrète. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, et j'ai beaucoup réfléchi ce matin en entendant diverses
présentation. Mais il fallait d'abord qu'on reconnaisse que la diversité, l'équité et l'inclusion n'étaient pas une expression, mais vraiment trois termes distincts et qu'il fallait vraiment les aborder de façon individuelle pour vraiment bien comprendre, de un, ce qu'elles veulent dire, mais aussi là où on se situe par rapport à chacune d'entre elles. Qu'est-ce que la diversité, l'équité et l'inclusion? On a beaucoup discuté à savoir par lequel de ces termes on allait commencer, mais on s'est arrêté sur la diversité justement parce qu'on dirait qu'on ne pouvait pas avoir de conversation sur l'inclusion ou sur l'équité en tant que telle si on comprenait de travers ce qu'était la diversité. Et donc, c'est là qu'on a creusé un peu plus loin, en posant des questions, en alimentant une discussion en continu sur la diversité, dans le but de pouvoir favoriser une meilleure compréhension de l'équité et de l'inclusion. Le constat, c'était que les craintes de mal faire freinaient la capacité à faire. Hein. Pour ne pas mal faire, on ne fera rien du tout. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Mais comment se jeter à la mer lorsqu'on croit qu'elle est infestée de requins? Comment passer réellement à l'action? On a créé un quiz. Alors, d'abord, je vais vous dire que la création du quiz, ça me faisait penser tout à l'heure au scénario dont il a été question, mais en créant le quiz, et je vais vous dire encore une fois, on ne s'arrête pas au vocabulaire spécifique, on n'a pas tenté de tout corriger. Et je ne sais pas si on a eu raison dans les questions qui ont été soulevées, mais le principe de s'asseoir ensemble pour créer un quiz qui partirait des expériences vécues au quotidien et qui pourrait faire réfléchir l'ensemble d'un personnel scolaire, peu importe qu'ils aient réfléchi oui ou non à l'avance à ce genre de scénario. Et les réponses étaient proposées à choix multiples. Et ce choix multiple-là, la réponse pouvait se trouver parmi les choix proposés, pouvait se trouver parmi plusieurs choix proposés, pouvait carrément se trouver à l'extérieur des choix proposés. Donc, l'idée, ce n'était pas la conclusion, mais plutôt la conversation. Alors, juste à titre d'exemple, parce que je sais qu'il me reste très peu de temps, 1 minute. Un échange a lieu entre deux enfants du même groupe marginalisé, au cours duquel une insulte raciale est lancée d'un enfant à l'autre. L'enfant visé par l'insulte se plaint à vous. Vous n'appartenez pas au même groupe marginalisé. Comment réagissez-vous? Donc, plein de différentes possibilités de réponse. Je vais passer vite parce que le temps court. Le nom d'un élève ou d'un membre du personnel vous est difficile à prononcer. Que faites-vous? Et ça passe de vous éviter d'appeler cette personne par son nom à plein d'autres choix. Mais enfin, je vais passer encore un peu plus vite. Encore une fois, rien de hyper scientifique, seulement des observations, mais quelques ingrédients essentiels qu'il nous a fallu vraiment inclure pour la suite des choses. Comprendre que le développement de l'expertise collective est essentiel, que ce n'est pas juste un individu ou deux qui doivent se pencher sur ces questions essentielles, que la collaboration doit être mise au service de la réflexion, c'est-à-dire qu'ensemble, on arrive à une réflexion beaucoup plus approfondie, que même chacun d'entre nous en train de développer son expertise personnelle, qu'il fallait des moments et qu'il faut des moments planifiés et non négociables, consacrés à la réflexion et à la discussion. Sans ça, c'est pas toujours dans l'urgence de notre quotidien, cette réflexion ne se fera jamais. Il faut recourir à l'expertise où qu'elle soit, et ça c'est sûr, mais que ça doit être non pas pour déléguer notre propre réflexion, mais pour l'alimenter. On a tendance dans notre milieu à sans arrêt déléguer la réflexion. Quelqu'un d'autre va être l'expert et quelqu'un d'autre va nous dire quoi faire. D'où l'histoire des cases à cocher. Quelqu'un va nous donner la liste, on cochera les cases et on saura qu'on est sur la bonne voie. Mais ici, la réflexion est essentielle. Il faut de la patience à tous les égards, du réalisme, pas de vœux pieux, parce que quand la barre est placée si haute que personne ne peut l'atteindre, on finit par ne rien faire. Encore une fois, la peur de faire nous empêche de faire quoi que ce soit. On a parlé beaucoup ce matin de représentation. Qui participe, qui a le droit de participer à la conversation? Mais je vous amène ici à réfléchir à la manière dont on peut agrandir cette participation. On a tendance à vouloir cibler qui sont ceux qui doivent participer, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui devraient avoir envie de participer. Il faut créer cette envie de participer, mais aussi que chaque individu qui participe doit être le fier expert de sa propre diversité. On ne peut pas imposer à quelqu'un d'autre de porter le fardeau de tout un groupe. Lorsque je suis assise à une table, je ne suis pas la juive de service. Je peux avoir mon expérience dans le judaïsme, je vous donne à titre d'exemple, mais je suis la fière experte de ma diversité, quelle qu'elle soit, mais on ne peut pas obliger à quelqu'un d'autre de porter le fardeau de toute une représentation. Il faut un discours qui incite à la participation plutôt qu'à la culpabilisation. Les premiers experts qu'on a fait venir dans notre milieu étaient des gens très, très passionnés, mais qui avaient tendance à fermer les portes pour les autres
pas exprès, je veux dire, c'était le fruit d'une passion peut-être, mais on doit aussi faire attention à pouvoir inviter à la participation parce que c'est la seule façon d'arriver à des solutions ensemble. Et surtout, amener à faire comprendre que la réflexion ici est une action. On a tendance à dire, il faut passer à l'action, on n'a pas le temps de la réflexion, mais la réflexion est une action qui est valable et qui est à valoriser. Sans elle, on se retrouve parce qu'on aura toujours un prochain scénario, on aura toujours un prochain enjeu, on aura toujours autre chose qu'on n'a pas encore abordé, qu'il faudra aborder. Il faut donc qu'on soit bien équipé pour pouvoir agir de façon réfléchie, peu importe ce qui nous arrive au prochain horizon. Et quand je dis que la diversité, l'équité, l'inclusion ne sont pas des cases à cocher, c'est de un, parce qu'il n'y a pas de tout prêt, de tout cuit qui peut être fourni pour pouvoir régler le problème, mais aussi que nous ne sommes pas des cases à cocher. Que quand je remplis le questionnaire du recensement, par exemple, et que je ne me trouve pas là-dedans, ça ne m'efface pas. Donc, il faut vraiment arriver à faire comprendre qu'on est tous le fruit de beaucoup de choses. On parlait d'identité, la pluralité de l'identité, mais c'est quelque chose dont chacun doit prendre connaissance pour soi-même avant de pouvoir bien embarquer dans la conversation. Je parlais un peu vite, mais je vous remercie.